Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Ceux qui ont tué Lumumba, nous les connaissons. Et ce sont leurs enfants qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Ils disent que nous sommes des balkanisateurs, alors que c'est eux qui posent les actions de balkanisation. L'exclusion, de dire que non, c'est une partie qui n'est plus au Congo. Ils l'ont dit. Le fait de fermer des banques, c'est le fait de dire que non, c'est une façon de dire que là, il n'y a pas de Congolais, c'est des étrangers. Le fait d'appeler la population de l'Est comme étant une population étrangère. Et la révolution est nationale et totale. Le nom de Lumumba tel qu'ils s'en approprient, la façon dont nous allons questionner l'histoire, et peuvent-ils se vanter du nom de Lumumba? Non. Ils sont les tueurs de Lumumba. Et peuvent-ils se vanter du nationalisme? Non. C'est des gens qui vendent les pays. C'est des gens qui sont prêts à n'importe quel deal pourvu qu'ils restent au pouvoir. C'est des gens qui sont des tricheurs. C'est des détourneurs, des tribalistes. Ils feraient vraiment mieux de tout faire, sauf de profaner ces grands noms. Une année exactement jour pour jour, janvier 2025, janvier 2026, nous sommes à Goma. Non seulement à Goma, dans la foulée, nous sommes arrivés à Bukavu et un peu plus au-delà de Bukavu. Quel est le bilan? Le bilan aujourd'hui de ces mouvements? Le bilan est largement positif et je dirais même au-delà de ce à quoi on s'attendait. D'abord, dès notre entrée dans la ville de Goma, il faut signaler que nous avions trouvé ce qu'on appelle une vraie crise humanitaire. Les fouillards, non seulement ils ont pillé la ville, mais aussi ils avaient coupé l'électricité, ils avaient coupé l'eau, ils avaient coupé la communication. Et il y avait des travaux d'assainissement importants engagés, ce qui a été fait dans la foulée. En quelques jours, l'eau est revenue dans les robinets de Bonatracien. L'électricité est devenue stable. En même temps, les travaux d'assainissement de la ville, c'est tout ce qu'on appelle communément les Salomon, ont repris. Cette sécurité dont jouit aujourd'hui la population d'Aïgoma s'étend dans les territoires, mais aussi le même travail s'est fait à Bukavu et s'étend aussi dans les territoires qui sont. Sur le plan de l'administration, l'AFC a installé nous avons plus ou moins activé l'administration, la jeune administration, en désignant nos gouvernants, en désignant les administrateurs des territoires, les maires des villes, les bourgmestres, jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau des Nyumbaku ou des 10 maisons, qui sont administrées pour la sécurité, mais pour la reprise des activités aussi économiques. La bonne gouvernance que nous avons mise en place, sans moyens, avec tout ce qu'il y a comme guerre financière et économique, nous avons entrepris les travaux d'investissement. La voirie urbaine et les travaux de voirie urbaine évoluent normalement. C'est tout là aussi les travaux de reconstruction et de réhabilitation des routes, la route Massissi, la route Tchou, les routes du Sud, la même chose, c'est en cours. Et l'idée est vraiment d'amener ces investissements jusqu'à ce que on ait la connectivité des entités et des hommes. Vous verrez que de plus en plus dans la ville de Goma, nos forces militaires de l'armée ne sont plus très visibles. Ils sont progressivement remplacés par les forces de la police. Et ce qui montre que nous approchons de la population. Et nous avons par la suite créé des cadres de concertation politique avec la société civile, avec la notabilité et toutes les forces vives de Nord-Kivu, mais aussi bientôt au Sud-Kivu. Ça montre que non, évidemment, les activités reprennent normalement. L'autre élément, c'est qui est en cours, qui est en gestation, c'est justement l'activation de l'administration. Nous sommes en train de recréer l'embryon du système judiciaire qui va gérer les Congo de demain. Et ce processus, aussi bien délicat qu'important, est en cours d'activation.
en recréant les attributs fondamentaux que sont l'armée. L'ARC, cette armée, cette jeune armée qui est l'armée révolutionnaire congolaise, elle sera demain l'armée qui va remplacer les FARDC. Au-delà de cette armée, il y a la police que nous créons, qui va remplacer la police actuelle, qui est la police des corrompus et autres. Est-ce que la demande de retrait de Walikale dans un premier temps et de la ville d'Ouvira n'est pas une répétition du scénario de 2023 dans le Massissi, où après votre retrait, la population a été abandonnée à des forces déclarées génocidaires par les Nations Unies comme les FDLR, mais aussi des groupes accusés de graves violations comme les Nyatura. En 2023, ciblait systématiquement les communautés Tutsis comme à Kichanga ou à Nturo, où en octobre 2023, les Tutsis congolais ont été lynchés, brûlés vifs, fusillés, et 300 maisons à Nturo appartenant à des Tutsis ont été totalement brûlées. C'est l'hypocrisie internationale. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que l'AFC 23 est devenue l'organisation d'espoir pour les Congos. Il n'y a pas qu'à Massissi, avant de revenir à la question des retraits. Au Katanga, nous sommes entendus. À Kinshasa, toute la population nous attend. La population des Fizi a donné un cri d'alarme pour dire ils en ont marre, ils ont besoin de la libération. Avant-hier, ça c'était à Lubero, la population de Mangorejiba, qui venait encore d'être massacrée. En Ituri, à Kisangani, à Mbandaka, Mbushmaï, et partout, le Congo nous attend. Mais il se fait un problème. Pourquoi c'est que vous appelez communauté internationale? Veut-il toujours que non, on reste dans ce statu quo? Ceci dit, nous nous sommes retirés volontairement après demande de cette communauté internationale de Walikale. Il est un fait que notre retrait a créé une sécurité. La population a été massacrée. Et aujourd'hui, tous les fouillards de la coalition du gouvernement, de la coalition du régime de Kinshasa, avec notamment les FDLR, qui n'ont plus de place, qui n'ont plus trouvé de place, ils sont allés se réfugier à Walikale. Et d'autres sont descendus plutôt du côté sud-sud, parce que là, ils étaient plus ou moins accompagnés de l'armée burundaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, FARDC égale armée burundaise, égale FDLR, égale mercenaires, c'est aussi égal aux voyous qu'on appelle communément Wazalendo. Ils ont formé un bloc. L'idéologie est véhiculée. Nous nous sommes retirés de Walikale et aujourd'hui on nous demande encore, on nous a demandé de nous retirer de Ouvira. Nous nous sommes retirés de bonne foi. Nous avons fait une correspondance à M. le secrétaire général des Nations Unies, lui demandant que nous remettons la ville entre les mains de la communauté internationale. Nous mettons néanmoins des réserves en tirant son attention qu'il n'est pas question ici qu'on revoie les mêmes tueurs, la coalition de Kinshasa avec les FDLR ou l'armée burundaise pour tenter de récupérer la ville. Nous avons rendu de bonne foi. Mais qu'est-ce que ça donne souvent? Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Je crains. J'ai beaucoup de réserves et nous craignons. Parce que dans cette partie du territoire, dans le Fizi et surtout dans la Ouvira, territoire et ville, des exactions qui se sont passées là-bas, c'est tout simplement grave et sont constitutifs des crimes contre l'humanité. Le blocage qui a été fait par l'armée burundaise et les FDLR au haut plateau pour étouffer justement la population, particulièrement la population Tutsi habitant le haut plateau. 9 mois de blocus, il y a eu des morts et cette communauté internationale s'est tue. Il en est de même aujourd'hui de la population congolaise qui est de l'autre côté de Bujumbura. Ils meurent chaque jour. Mais on s'était, on n'en parlait pas. On nous demande de nous retirer, mais on ne nous pose pas la question pourquoi nous sommes arrivés là-bas. Nous n'avions aucunement l'intention d'aller à Ouvira. Mais dès que nous étions stationnés au niveau des Kamendona, c'est eux qui ont commencé les attaques. Des bombardements aveugles. Et très souvent, c'est des bombardements sur des sites civils.
les usines, les carrières minières et des zones occupées par la population civile. Et ce n'est pas les sites militaires qui sont visés. Et les tirs sont partis et du Burundi, mais surtout aussi de Uvira, là où qui était devenu le sanctuaire de tous ces éléments. Conséquence, nous ne pouvions pas croiser les bras. Nous avons toujours comme principe d'éliminer la menace à partir de sa source. Nous prenons la même communauté à témoin en disant que nous avons la bonne foi de discuter, de dialoguer, de trouver une solution négociée politique à la crise actuelle. Les FDLR ont ici été accusés d'avoir commis des atrocités, notamment au Congo, mais aussi au Rwanda, à partir d'ici. Donc ce sont des anciens génocidaires qui ont fui le Rwanda et qui sont venus s'installer au Congo depuis 30 ans. Les Nations Unies ont aussi déclaré que neutraliser les FDLR est vraiment une priorité pour trouver la paix au Congo. Cela fait à travers plusieurs résolutions depuis plus de 15 ans. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à débattre sur les FDLR. On parle de prétexte, on dit que le Rwanda utilise les FDLR comme un prétexte. Est-ce que vous pouvez commenter sur le pourquoi on continue à débattre sur la question des FDLR? La question des FDLR est une question fondamentale et c'est un élément crucial dans la crise complexe que connaît non seulement la République démocratique du Congo, mais la sous-région. Ce que nous constatons malheureusement, c'est un peu cette sorte de hold-up mental qui a été orchestré et qui est alimenté aujourd'hui par des réseaux forts et dont la République démocratique du Congo en est devenue même les chantres. C'est-à-dire que non, ces réseaux forts ont pris la parole. Et c'est des fois au prix des billets de banque pour corrompre en termes de lobby et imposer ces langages pour faire croire, ou bien pour faire en sorte qu'on essaie de dissimuler cette question très, très délicate de notre pays. Ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda est inacceptable. Tout le monde le sait. Mais les hypocrites vont continuer à penser qu'il faille ergoter autour de cette question et c'est très dangereux. Non seulement que non, c'était dangereux pour le Rwanda, mais pour les Congo, c'est plus que grave. Parce que vous avez parlé de 3 décennies. L'FDLR est arrivé au Congo. Est-ce qu'on connaît les conséquences de cette présence depuis 1994 pour les Congo? Le parc national n'existe plus que des noms. C'est à cause de ces gens. Les FDLR ont installé toute une administration où ils levaient les impôts, où ils collectaient toutes sortes de références, où ils faisaient même payer aux Congolais, certains, ils vendaient des terres. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des partis entiers où ils sont là. Aujourd'hui, le problème, c'est lorsqu'ils trouvent des véhicules qui permettent de perpétuer les génocides, disons l'idéologie du génocide. C'est ça le problème. Et c'est ce que les voyous de Kinshasa ne comprennent pas. Prenons cette question avec autant de légèreté, en disant simplement que non, les FDLR qui ont parti en 1994 n'existaient plus, ils sont morts, ils sont vieux. Le problème aujourd'hui, c'est l'idéologie. L'idéologie véhiculée dans le sens de massacrer les communautés, dans le sens de perpétuer les génocides contre telle ou telle autre communauté, ça peut concerner les Tutsis aujourd'hui, demain ça peut être d'autres personnes, ça peut être une autre communauté. C'est ça le vrai problème. Et c'est d'autant plus dangereux que les États entiers ont pris ça et ils en ont fait leur affaire. Les discours de haine qui se trament au niveau de Kinshasa aujourd'hui. À Kinshasa, le ministre de l'Information et de la Communication n'hésite plus. Il assume les discours de haine. Il alimente ces discours en disant que non, en parlant de venin rwandais ou venin de ceci. Il a des concepts étudiés, conçus pour perpétuer cela. Et la communauté internationale s'est dit. Vous avez suivi ce que le général Ekenge a dit, et c'est à la télévision nationale, parlant d'une communauté X, la stigmatisant publiquement,
Et le gouvernement assume cela. Il a assumé. Il y a un autre journaliste qui passe à la télévision nationale pour dire nous connaissons où se trouve la famille de Nanga. Nous savons où est sa femme et ses enfants. Nous appelons tout le monde à violer ses enfants. Ce sont des discours de haine, appel à la violence, assumés. Et puis ça passe à la télévision nationale. Et c'est dans une émission prise en charge par le ministre de la Communication lui-même. C'est tellement grave que nous n'allons pas l'accepter. Et c'est l'un des mérites aujourd'hui de la Révolution. Parce que dans les territoires que nous administrons, territoires déjà libérés, vous n'avez plus cela. Il n'y a pas de discours de haine. Il n'y a plus de tribalisme ici. Ici, on ne sait pas qui est Kassayen, on ne sait pas qui est Katangé, on ne sait pas qui est Tossi, qui est Nandé. Nous sommes ensemble. La notion de qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. La notion de qui est étranger, qui n'est pas ceci. Vous avez vu comment il y avait la théorie des pères et des mères. On qualifie d'autres que nous, ils sont des vrais Congolais, mais d'autres sont à moitié des Congolais. Beaucoup de victimes à ça. Le président Katumbi Moïse, le président de l'Ensemble, en a souffert, en a fait les frais. Le président Kabila, l'ancien président de la République, les gens ne s'hasardent pas, et c'est la logique de l'IDPS, de Tshisekedi, pour dire que non, il n'est pas congolais, c'est elle qui est congolais, tout ça. Mais cela nous ramène à quelques années, quelques décennies plus tôt. Vous savez, au Rwanda, 4 ans avant le génocide, c'était ce discours qu'on avait commencé à véhiculer. Et c'est ce qui a fait les lits au génocide. On disait que non, ceux qui étaient dans la révolution rwandaise, c'est-à-dire les FPR qui venaient de l'Ouganda, on les qualifiait des Ougandais. C'était des Rwandais, réfugiés depuis des décennies, qui voulaient rentrer chez eux. Même le président Kagame, il était qualifié d'Ougandais. Malheureusement, c'est la même logique aujourd'hui qu'on essaie d'appliquer. Nous, à la Révolution, à l'AFCM 23, on est traités tous des Rwandais. C'est à peine qu'on ne peut pas regarder Nanga et lui dire que non, bon, Nanga aussi c'est un Rwandais. Ce sont des discours dangereux, les discours d'exclusion, les discours qui amènent à la discrimination. C'est ce que nous allons arrêter, ce que nous ne voulons pas. J'attire l'attention des Congolais sur cette question. Ne vous laissez pas manipuler par les escrocs. Ils sont en train de faire les lits à ce qui peut être mauvais pour la nation. Non, nous sommes des Congolais et tout le monde est Congolais. Tout le monde a le même droit. Il n'y a pas de plus Congolais que d'autres. Kinshasa, mais aussi certains médias vous accusent de piller les ressources du Congo. On vous accuse de piller tout le Congo par ces mines de Lubaya, notamment, où on exploite le coltan de manière artisanale. Comment expliquer cette contradiction où la famille de Tshisekedi est accusée elle-même d'exploiter et de piller le cobalt? L'AFCM 23 est un mouvement révolutionnaire. Nous voulons amener les changements. Et nous parlons de révolution parce que nous voulons un changement radical. Une sorte de thérapie de choc. Mais vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'intérêts. En face de nous, il y a des réseaux forts. Et c'est dans cette logique que le régime de Kinshasa a fait de la propagande un outil. Pillage des ressources. De quelles ressources parle-t-on? Il y a une sorte de fixation sur ce qu'on appelle le coltan. Et puis, ce qui est grave, c'est que, profitant de l'ignorance de tout le monde, on emballe toute une opinion, et nationale et internationale, dans cette rhétorique dangereuse qui ne veut rien dire. Quand on parle des ressources naturelles du Congo, en réalité, où sont-elles? C'est au Grand Katanga. C'est là où vous avez des géants miniers. L'AFCM 23 n'est pas encore arrivé là-bas. Mais qui pille, madame?
c'est la famille Tshisekedi. Il y a aujourd'hui des plaintes qui sont déposées en Occident et nous saluons ces initiatives. On brime la population du Katanga et c'est des millions de tonnes qui sont exploitées et qui sortent cobalt, nickel, cuivre et autres. Ces minéraux-là ne sont pas à la partie contrôlée par la F-123. Cependant, la propagande fait voir au monde entier, ou essaie de faire croire au monde entier, que ces minéraux-là, c'est le Rwanda qui les pille. La seule industrie minière qui est ici, c'est Abyssier. C'est la partie non encore libérée par la F-123. Cependant, on prétend toujours, parce que la machine de propagande est forte, non, que tous ces minéraux sont pillés par la F-123, mais surtout par les Rwandais. Les Rwandais encore, c'est par le président Kagame. Non, désinformation, mensonge, on camoufle la réalité. Et on amène la population d'opinion, profitant de son ignorance, sur un autre terrain. Le pillage se fait au Katanga. Ce sont des compagnies chinoises, ce sont des compagnies et qui sont plus ou moins prises en charge par la famille Tshisekedi. Ce sont des géants qui y sont, si pillage, c'est eux qui le font, et certains sont même, c'est même des firmes cotées à bourse. Pourquoi on n'en parle pas? Toute la responsabilité de ce qui peut arriver au Congo, il y a un bouc émissaire. Dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Et vous connaissez pourquoi? C'est à cause de Paul Kagame. Dans la ville de Kinshasa, les embouteillages, il y a des gens qui te font 9 heures de route. Et vous savez la raison? Non, c'est à cause de Paul Kagame. À Kinshasa, il y a des inondations quand il pleut, comme aujourd'hui. Il faut vous attendre à des morts. La raison, vous la connaissez. C'est Paul Kagame. À Kinshasa, on détourne tous les jours. C'est dans les domaines miniers, comme vous le dites. C'est des millions en termes de milliards, des millions et des milliards chaque année. La population est pauvre. On ne construit pas de routes. Il n'y a pas d'hôpitaux. Mais vous connaissez la raison? C'est Paul Kagame. Il n'y a aucune route ici, il n'y a pas l'électricité. Nous avons le grand Inga, nous avons Inga qui peut produire capacité potentielle de 50 000 mégawatts. Mais on n'a produit même pas 2000. La raison, vous la connaissez? Non, parce qu'il y a Paul Kagame. Donc nous avons trouvé une justification institutionnelle de nos faiblesses. La corruption qui gangrène toute la République. Vous savez combien d'organisations aujourd'hui bénéficient juste de la manne de Kinshasa. C'est des valises à longueur de journée qu'on distribue pour arracher un communiqué par là, une déclaration de telle organisation, je ne sais pas moi, un tweet de tel responsable américain, c'est des millions. La corruption, c'est le mot, c'est ça le mot opératoire. Mais tout ça, la pauvreté là, la faim, il n'y a pas de route, il n'y a rien. On clame des ressources tous les jours. Mais nous sommes dans la pauvreté. Il y a une raison, parce qu'il y a un Paul Kagame quelque part. La question des minéraux ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas là pour les mines. Nous ne sommes pas là pour les ressources. Nous, on est pour les Congo. La F-123, c'est pour libérer les Congo. C'est pour instaurer une bonne gouvernance. C'est pour refonder l'État. Et une fois l'État refondé, lancer le développement. Créer la réconciliation nationale. Enlever le tribalisme, mettre le vivre ensemble et faire en sorte que les Congolais se réconcilient. D'abord entre eux-mêmes et qu'ils vivent en paix, mais aussi avec tous ses voisins. En fait, c'est un régime xénophobe. C'est un régime discriminatoire. C'est un régime d'exclusion. Parce que pour lui, les Congos, c'est le Baluba. Pour lui, les Congos, c'est sa famille. Pour lui, les Congos, c'est sa communauté, ce clan. Alors, toute personne qui n'est pas de ce clan est considérée comme étranger. Ce sont des discours
qui tendent plus ou moins à cacher la réalité. Ils ont trouvé donc ces discours comme des boucs émissaires pour cacher leur mauvaise gouvernance, pour cacher les tribalismes, pour cacher les vols, le détournement permanent et consorts. Le président Tshisekedi s'est rendu à Luanda pour demander une médiation angolaise dans le cadre du conflit qui vous oppose. Il faut dire que l'AFC M23 reste attaché à une solution politique et discutée de la crise complexe que vit la République démocratique du Congo. Et c'est à ce titre que l'AFC a toujours répondu présente à chacune des invitations ou des processus qui ont été atteints. C'est ainsi que nous étions d'abord à Nairobi. Malheureusement, sans terminer ce processus, M. Tshisekedi, au gré de ses caprices, l'a déporté à Luanda, en Angola. Nous nous sommes rendus aussi, parce que nous sommes pour montrer la bonne foi. Dans la même foulée, nous étions presque sur le point de signer plus ou moins les premiers éléments. Mais M. Tshisekedi, dans ses caprices, n'a pas trouvé son compte à déporter les processus sans même en informer le président Lorenzo. C'est très humiliant. On s'est retrouvés à Doha. Nous nous sommes retrouvés à Doha, on a commencé les discussions. Les discussions ont déjà fait près d'une année. Tout en saluant d'abord l'engagement de l'émir du Qatar dans cette discussion, nous avons commencé et nous avons produit un certain nombre de documents. Un, c'était les communiqués conjoints avec le régime de Kinshasa. Il s'en est suivi, bien entendu, une déclaration des principes avec Kinshasa. Après la déclaration des principes, nous avons signé le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu. Après ces mécanismes, on a signé aussi notre mécanisme de libération des prisonniers. Et enfin, on a pu avoir l'accord cadre. Et l'accord cadre a défini 8 protocoles qui devaient suivre et qui devaient faire partie intégrante de cet accord cadre. Deux de ces protocoles ont été entérinés, mais ils n'attendaient que la mise en œuvre. Il s'agit notamment de la libération des prisonniers. Par sa mauvaise foi, Tshisekedi n'a jamais libéré un seul prisonnier. Alors que nous, on avait déjà libéré autant. Le deuxième mécanisme était relatif, bien entendu, à la surveillance et à la vérification de ces cessez-le-feu. Tshisekedi n'a jamais voulu signer, disons, n'a jamais voulu implémenter ces protocoles. Pour preuve, il continuait à bombarder, à nous attaquer. Le dernier bombardement de Massissi en fait partie. Alors, ce qui veut dire que non, il n'a pas non plus accepté la mise en œuvre de ça. Les 6 autres protocoles étaient en cours de discussion. Pendant que nous, on est à Doha, on les voit encore égarés et ressortir à Luanda. Nous avons été saisis par le président Lorenzo, à qui nous rendons des hommages. Nous lui avons fait voir que vous avez été humilié il y a une année. Vous risquez encore d'entrer dans la même danse. Pour nous, le processus de Doha est celui qui a pu faire avancer les dossiers. Nous sommes en pleine discussion à Doha et nous attendons Tshisekedi à Doha s'il tient plus ou moins à une solution négociée et politique de la crise. Nous sommes pour la paix. Nous l'attendons à Doha. C'est de cela qu'il s'agit. Encore faut-il dire que pendant que nous sommes à Doha, il a créé une autre brèche au niveau de Washington, ce qui a abouti, bien entendu, à l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali. Toutes ces initiatives sont bonnes, mais nous voulons en avoir la cohérence, la pertinence et surtout qu'on arrive à une solution réelle. De toute façon, madame, nous sommes conscients d'une chose. Le M. Tshisekedi ne veut pas une solution à la crise. Il veut perpétuer la guerre. La guerre, pour lui, est devenue aussi un business.
La guerre pour lui, c'est pour justifier bien entendu ses incapacités. Ces infirmités managériales sont couvertes par ce qu'on appelle la guerre. Le business, c'est quoi? C'est l'occasion de s'enrichir. Tous ces conseillers, en commençant par les membres du gouvernement, ils ont trouvé la guerre pour détourner beaucoup de fonds. Les détournements passent par quoi? Détournement des soldes des militaires, la surfacturation des équipements. Et des fois, on achète des équipements où on vous dit que ça coûte 200 millions, alors que c'est des équipements qui ont coûté 10 millions de dollars. Pour lui, c'est l'occasion de voler. Pour lui, c'est l'occasion de justifier ses infirmités de management. Pour lui, c'est l'occasion de se pavaner à travers le monde. Il ne veut pas la solution à la crise. Il tient à gagner du temps. Il tient à perpétuer les pillages qu'il fait en prenant comme bouc émissaire la guerre. Bouc émissaire Paul Kagame, bouc émissaire le Rwanda. Le 2 janvier de cette année, nous on était en deuil parce que c'est même 2 janvier, Tshisekedi a encore une fois bombardé Massissi. Et cette fois-là, c'est Massissi centre. Et ce n'était pas que Massissi. Il a bombardé aussi Kivu, surtout dans les hauts plateaux. Il a bombardé aussi, bien entendu, à Walikari. Mais à Massissi, ça a créé beaucoup de dégâts, 22 morts. Nous les avons enterrés la semaine passée. Ce qu'il faut dire, la débâcle militaire de l'armée de Tshisekedi est évidente. De toute façon, les FARDC ne se battent plus. À chaque fois qu'on arrive, ils fuient. Alors, pour faire semblant et montrer que non, ils sont toujours à la guerre, Tshisekedi a pris la stratégie d'utiliser les forces aériennes. Mais pas pour bombarder nos forces, mais c'est pour bombarder la population civile, créer la terreur. C'est ce qui est arrivé, donc ce qui arrive ces jours-ci. Qui sont bombardés? Les sites densément peuplés, donc la population civile. Les sites civils, comme des usines, des hôpitaux, et il y a beaucoup de morts. Nous en appelons à ceux avec qui nous faisons la guerre, que la guerre doit rester conventionnelle. Bombarder les populations civiles comme ils le font, ce sont des crimes